France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Et l'actualité de cela dit a bien évidemment été marquée par cette minute de silence à midi en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Un moment de recueillement observé partout en France et au CHU de Grenoble, où le personnel hospitalier s'est recueilli pour penser aux familles des victimes, mais aussi à leurs collègues des hôpitaux de Nice qui se battent actuellement pour sauver des vies. Après l'attentat de Nice, beaucoup de questions se posent autour de la sécurité. En Haute-Savoie, le préfet demande au maire d'Annecy et Sallanches de renforcer les dispositifs pour la fête du lac et l'arrivée du Tour de France. Une demande à laquelle il est difficile de répondre pour ces collectivités en raison du manque de moyens. Enfin, nous irons aussi à Autrans, dans le Vercors en Isère, où un nouveau tremplin de ski a été inauguré. Il était en rénovation depuis 2015. Il peut désormais accueillir des compétitions internationales et bien sûr nationales. C'était le cas il y a quelques jours avec la présence de nombreux jeunes venus tester ce tremplin de 30 mètres de haut. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale qui reviendra bien évidemment sur cette minute de silence suivie partout en France et sur les suites de l'enquête concernant l'attentat. Autre information, l'inquiétude ce soir sur la situation en Turquie. 3 jours après le putsch manqué, le président Erdogan poursuit sa reprise en main du pays. Des milliers d'arrestations, des milliers de limogeages et des craintes sur une dérive autoritaire du reprise du régime. Mais d'abord, l'hommage aux victimes de la tuerie de Nice. L'instant a pris une dimension particulière à Cessieux, dans le Nord-Isère, où l'on a appris hier le décès d'une habitante du village, présente sur la promenade des Anglais avec son mari et ses 2 enfants. Au reportage Aurélie Massé, Florine Hébas. Midi. À Cessieux, c'est tout un village qui se dirige vers les jardins de la mairie. On se soutient, les yeux parfois rougis. Tous ici connaissaient ou ont déjà croisé Rachel Herbs, cette mère de famille de 39 ans fauchée jeudi à Nice, une enfant du pays. Je ne sais pas quoi vous dire, pas de mots. Donc c'est terrible pour Rachel, c'est sûr, mais tous les autres, et puis tout ce qui se passe aujourd'hui en France, mais dans le monde même. Je l'ai connue petite, moi j'habite dans le village à côté, je connais par contre bien son père. C'est vrai que c'est terrible parce qu'on n'a pas le droit de mourir comme ça à cet âge-là. Un accident de la route c'est déjà injuste, mais là comme ça, dans ces conditions-là, c'est complètement abject. Et il n'y a pas de mots pour qualifier ce genre de choses. La foule immobile est silencieuse. L'instant s'est prolongé bien au-delà de la minute prévue, bien après les discours. Dans l'esprit de chacun, la personnalité et le sourire de Rachel, une femme très investie dans la vie locale. Cessieux, c'est 2800 habitants, tout le monde se connaît, tout le monde connaît tout le monde. De par les fêtes, de par les associations, il y a un tissu associatif très important. Donc c'est vrai qu'on pouvait rencontrer Rachel à de nombreuses reprises, à l'école, au basket, c'est ce que je vous disais. Donc ça a été très très dur, comme beaucoup de villages de France. Le club de basket de Cessieux, meurtri. Rachel Herbs y était secrétaire bénévole et ses enfants adhérents. Sa présidente peine encore à réaliser ce qui est arrivé. On a perdu quelqu'un de très gentil, de très dynamique et qui avait beaucoup de qualités, mais surtout quelqu'un de très gentil. Et c'est la violence qui l'a emmené. Et pour nous, c'est une double tristesse. La tristesse de l'avoir perdu et la tristesse de l'avoir perdu comme ça. L'époux de Rachel Herbs, blessé aux côtes, a pu sortir de l'hôpital Pasteur de Nice. Ses 2 enfants de 6 à 12 ans sont eux indemnes. À Cessieux, une marche blanche est organisée ce soir. Et en Isère, toujours le personnel du CHU de Grenoble s'est aussi réuni en nombre pour cette minute de silence. Il s'agissait bien sûr d'un moment de recueillement, mais aussi une façon de montrer leur solidarité envers le milieu hospitalier niçois, très mobilisé depuis l'attentat. Damien Borelli, Cédric Picot. C'est devenu un triste rituel sur le parvis Beldon, peu avant midi, exactement comme il l'avait fait. Après les attentats parisiens du 7 janvier puis du 13 novembre 2015, les personnels hospitaliers se sont rassemblés aux côtés de patients et de visiteurs pour honorer les 84 victimes de la promenade des Anglais. Je vous propose d'observer une minute de silence afin d'honorer la mémoire de ces victimes. Je voudrais également profiter de cet instant pour saluer le travail des professionnels du CHU de Nice et l'élan de solidarité de toute la communauté hospitalière qui s'est déplacée de la France entière pour venir aider ces professionnels.
C'est important pour nous de se rassembler et de montrer qu'on soutient notamment le CHU parce qu'on sait pour nous ce que ça représente, un plan blanc, les personnes qui sont mobilisées, etc. On est choqués, hein, et puis petit témoignage de sympathie, d'empathie pour les victimes bien sûr. Cette forme de violence dans le monde fait peur, mais qu'il faut qu'on soit fort et qu'on montre notre solidarité. On n'est rien vis-à-vis ou face à la barbarie, et nous sommes là effectivement pour essayer de rendre service aux gens qui souffrent, et aujourd'hui, ici, pour témoigner de notre solidarité vis-à-vis de ces innocents d'une part, et également vis-à-vis de la communauté hospitalière niçoise qui est sur la brèche depuis plusieurs jours et qui fait son travail de façon remarquable. Le recueillement était partout en France et pas seulement sur les parvis des hôpitaux ou des mairies. Des minutes de silence ont aussi été improvisées sur les lieux de travail ou de vacances, comme dans ce camping à Ruon en Ardèche. Reportage Vanessa Fize avec Nicolas Ferraud. Voilà, je vous demande de vous lever, de vous découvrir et nous faisons une minute de silence tous ensemble. Merci. Une parenthèse dans le temps des vacances, un moment de recueillement nécessaire pour se confronter à la réalité. Les mines sont graves, concentrées pour accomplir ce geste de solidarité. C'est normal. C'est un devoir citoyen. C'est la moindre des choses. C'est les soutenir comme on peut et grâce à cette minute de silence. J'ai beaucoup d'émotions parce qu'en fait, ça peut arriver à nous tous, quoi. Et je suis maman et je pense à tous ces petits gamins qui ont perdu la vie, quoi. Dans ce camping ardéchois, plusieurs nationalités se côtoient. Français, Belges, Hollandais. Le drame niçois a secoué tout le monde. J'ai été touchée. Nous sommes tous des humains, quel que soit notre pays. Notre origine n'importe pas. Ce type d'événement ne devrait pas arriver. Jamais. C'est au petit matin, le 15 juillet, que la nouvelle de l'attentat s'est répandue dans le camping. La veille, comme à Nice, on faisait la fête. Le lendemain, les vacanciers se sont retrouvés désemparés. C'est vrai qu'on a l'habitude de leur demander tout va bien et ils se sont beaucoup arrêtés sur cet événement. Beaucoup de gens choqués de toute nationalité. Hein. Et beaucoup de gens sont allés voir les informations, acheter le journal et c'est vrai qu'on est tous touchés dans des situations comme cela. Passé la sidération, la vie du camping a repris son cours dans le week-end, tant bien que mal, mais sans oublier ce qui est arrivé. Cette minute de silence collective a été souhaitée par certains vacanciers et amenée avec le plus de délicatesse possible par l'équipe du camping. On prend sur nous, on essaye d'être là, on garde le sourire quand même pour que ces gens puissent passer d'excellentes vacances et surtout ne pas donner l'occasion à ces monstres qui ont fait ça, que ce soit ici en France ou ailleurs, justement d'atteindre leur but et d'arrêter la vie. Les vacances continuent, un peu moins légères, un peu plus amères. Alors se pose évidemment la question de la sécurité pour les grands événements qui attirent du monde. En Haute-Savoie, je vous le lisais en titre, le préfet a envoyé une directive concernant la fête du lac d'Annecy et l'étape du Tour de France à Sallanches. Il demande aux maires concernés de renforcer la sécurité. Reportage Christian Deville avec Vincent Abran. C'est aujourd'hui qu'a débuté le montage des tribunes de l'événement qui dans les Alpes attire en une seule soirée le plus large public, près de 100 000 personnes. Un événement déjà très sécurisé. Il bénéficie d'un espace clos et la mobilisation est totale. La police municipale au complet, 45 personnes, une organisation de plus de 450 volontaires et l'appui d'une société privée de gardiennage. Pour le maire Jean-Luc Rigaud, difficile de faire plus. Pendant tout le temps du montage des tribunes, il y a la sécurisation des espaces, il y a également un gardiennage qui est fait pour que rien ne se passe. Nous sommes attentifs avant la fête du lac à faire passer, on appelle ça le déminage, c'est-à-dire à vérifier que les installations sont bien stabilisées, qu'il n'y ait pas de malveillance au niveau de l'organisation avant la fermeture de l'enceinte. Par sa circulaire, le préfet met donc la pression et rappelle que les conditions d'organisation d'une manifestation seront examinées au cas par cas et avec beaucoup d'attention. On peut toujours faire plus, ne vous en faites pas, on le fera. Il y a aussi une autre possibilité, si je ne suis pas satisfait des moyens, on peut aussi annuler. Ah oui, donc c'est vraiment... Je ne parle pas de la fête du lac, je suis en train de vous dire que dans le dialogue entre le maire et le préfet, entre les organisateurs, le maire et le préfet, il y a toujours moyen de faire plus,
de faire mieux. Et il y a aussi la possibilité, si les moyens ne sont pas adaptés, il y a aussi la possibilité d'annuler. Pas de menace d'annulation, bien entendu, sur le Tour de France, qui restera 3 jours dans le département. Au contraire, le préfet annonce la mobilisation de moyens humains supplémentaires. Tout sera fait à notre niveau, gendarmerie compris, police municipale. Le Tour a quand même une belle organisation. On a certains blocages, peut-être qu'il y aura un blocage supplémentaire. On ne laissera plus rentrer peut-être certains camions. Il faut y réfléchir, parce qu'aujourd'hui, on a bien vu qu'un camion seul avec une personne peut faire un massacre. Sallanches accueille jeudi la première des 3 étapes alpines, un contre-la-montre. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Un alpiniste hollandais est mort aujourd'hui à Pralognan-Lavanoise. Il faisait partie d'une cordée de 4 personnes. Un autre alpiniste a été blessé. Économie à présent, les salariés d'Ecopla restent plus que jamais mobilisés. Ils étaient aujourd'hui au tribunal de commerce de Grenoble dans le cadre d'un nouveau recours juridique. Ils se battent toujours pour sauver leur entreprise spécialisée dans la fabrication de barquettes aluminium. Elle doit être vendue à leurs concurrents italiens. Eux souhaitent la reprendre en scope. Isabelle Colbrand, Joël Serroni. Les salariés n'ont pas baissé les bras. Ils s'opposent à l'ordonnance du juge via une procédure dite de tierce opposition. C'est la recevabilité de cette procédure qui était étudiée. Le jugement rendu en juin a rejeté leur projet de SCOP qui prévoyait le rachat du matériel, le maintien d'une vingtaine d'emplois et la création d'une trentaine supplémentaire en 3 ans, un projet qu'ils défendent toujours. Le projet là-dessus, on est sûr et certain, il est viable. Les financements ont été trouvés. Voilà, donc il y a encore 150 000 € qui sont tombés la semaine dernière. Donc le projet est viable. Maintenant, il faut qu'on nous donne cette chance de pouvoir retrouver ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire tourner les machines, ramasser les plats, livrer les clients et voilà, répondre aux commandes aussi. Pour cette audience, ils sont arrivés en nombre, accompagnés des élus qui les soutiennent depuis le début. Nous sommes intervenus en amont de la décision de justice pour conforter la démarche en faisant flécher par l'État 400 000 € d'un fonds de revitalisation qui a impacté notre territoire. Et nous avions décidé d'accompagner l'entreprise au-delà, si elle reprenait, si elle était en situation de reprendre. 1 heure plus tard, à l'issue de l'audience, la décision est mise en délibéré. On leur demande de patienter jusque début septembre. C'est toujours pas une décision. C'est pas un coup de massue, mais bon, voilà, ils étaient 3 et on était tout seul, quoi. Hein. C'est ça un peu ouais, on s'y attendait, mais bon, voilà. Puis le fait que les gens n'ont pas pu intervenir, je sais pas, on n'a pas le droit de s'exprimer dans ce tribunal, je sais pas. C'est difficile. C'est difficile, ouais. Du sport à présent, la station d'Autran en Isère a longtemps été connue pour ses tremplins de saut à ski, notamment grâce aux Jeux Olympiques de 1968. C'est là que se déroulaient les épreuves de saut. Des compétitions qui peuvent aujourd'hui redémarrer. L'un des tremplins a été rénové. Aurore Trépeux, Grégory Lespinasse. Non, ce n'était pas un avion à réaction, mais bien un skieur. Une cinquantaine d'enfants âgés de 9 à 13 ans ont inauguré le nouveau tremplin de saut à ski d'Autran. C'est une compétition nationale où tous les comités de France sont là, compétition pour les tout jeunes. Et donc c'est le concours inaugural, même si on a déjà sauté cet hiver pour l'entraînement. Mais c'est le premier concours d'été. Un concours de saut, c'est 2 sauts. Donc les jeunes effectuent 2 sauts et puis ils sont jugés à la fois sur la longueur effectuée et sur le style. Et le style est noté sur l'esthétique et la sécurité. La sécurité, c'est le nerf de la guerre en saut à ski. Il est inenvisageable d'organiser des compétitions sur des structures vétustes. En 2015, la rénovation du tremplin de 30 mètres de la station d'Autran a commencé. Terminée au printemps, la piste est désormais homologuée pour accueillir des compétitions internationales. Maintenant, tout est aux normes. Parfois, on voit quelques petites chutes, mais absolument sans gravité, parce que les installations sont vraiment au top de ce qui est demandé au niveau national et international. Timing, on emmène le ski, télémarche. Pour cette première compétition, les skieurs étaient très stressés, même aux entraînements. Mais certains ont tout de même réussi à égaler leur record. Oh, ça va l'air d'être un très joli saut, ça. Ils ont été très bons. Enfin très bons, ils ont plutôt bien sauté pour justement, ils avaient le stress mais ils ont bien géré ça, ils ont fait des bons sauts. Ouais. Pour les organisateurs, peu importe le résultat de cette compétition. Le plus important, c'est que le saut à ski regagne les cœurs des skieurs avec ce nouveau tremplin.
Un petit tour en Haute-Savoie, à Megève précisément. Depuis le 1er juillet, des vaches envahissent la moindre parcelle de verdure dans la commune. Rien d'étonnant à cela, me direz-vous, sauf que ces vaches-là n'ont rien d'ordinaire. Regard sur la Cow Parade 2016 avec Denis Mignot-Duguay et Nathalie Rapuc. Elle se nomme Elvire, vache sacrée, mère de lait ou kaolorée, et justement, colorées elles le sont. Chacune porte ainsi les couleurs et le message issu de l'imagination de son artiste créateur. 17 vaches au total qui inévitablement interpellent les passants sans pour autant les surprendre vraiment. Non, simplement c'est l'âme du village, donc elles ne sont pas surprenantes. Celle qui est à côté de l'office de tourisme, elle est pas mal. Il y a une qui est tout multicolore, là, et puis apparemment la petite verte qui est là-bas, elle est pas mal aussi, je crois. Depuis 1998, les vaches de la Cow Parade font le tour du monde et s'exposent dans les plus grandes capitales comme dans les plus belles villes. Rio de Janeiro, New York ou encore Cannes dans les Alpes-Maritimes. Mais c'est la toute première fois qu'elles viennent brouter l'herbe d'une toute petite commune de montagne. Notre objectif, c'est de pouvoir associer la culture à tous les événements que nous pouvons installer sur Megève. Et le 13 août, il y aura une vente aux enchères de ces vaches. Et une partie des bénéfices sera dédiée aux Sœurs Optimistes, une association qui se bat pour travailler pour l'autonomisation des femmes dans le monde. En 18 ans d'existence et 80 villes visitées, la Cow Parade a permis de récolter près de 35 millions de dollars au profit d'associations caritatives. Après l'Auvergne la semaine dernière, nous poursuivons notre visite touristique de la région avec la Loire cette fois et notamment un petit tour par Roanne, une ville où le secteur du textile est encore bien présent et puis comme les températures ont augmenté, nous irons prendre un peu de fraîcheur au port de plaisance de la ville. Bonjour et bienvenue à Roanne. Avant de découvrir ensemble l'ancien port industriel reconverti en port de plaisance familiale, je vous propose un coup d'œil sur un élément du patrimoine industriel local, le tricotage et la confection. Nous sommes à 2 pas de Roanne. Dans le secteur, le textile emploie 2500 salariés dans 130 sociétés. Ici, l'entreprise est intégrée, on y fait tout ou presque, c'est une des dernières. Ces machines sont des bijoux de technologie. Chacune tricote pièce par pièce, sous le regard bienveillant des techniciens. Alors cette machine utilise bien sûr plusieurs coloris, on voit des différentes, des titrages de fils différents, ce qui nous permet d'avoir des armures avec du relief en somme. Hein. C'est un petit peu notre cœur de cible et notre vocation, c'est de faire de la fantaisie avec des coloris et de mélanger différentes matières, différents titrages. Voilà, le titrage c'est la grosseur du fil. C'est du textile high-tech. Voilà, du textile high-tech, puisque tout est fait par des machines avec des commandes numériques. Numérique et historique. L'entreprise de 35 personnes a été fondée en 1929 par les grands-parents de Philippe. Depuis, elle a traversé les époques et les styles. On voit donc ces modèles qui étaient des robes. Autrefois, on faisait beaucoup de robes en circulaire, puisque le pull a été un élément qui n'est pas très vieux au niveau les femmes s'habillaient beaucoup en robe à l'époque. On reconnaît bien les années 60. Et aujourd'hui, rien n'a vraiment changé. Dans cet atelier rouennais, on coupe, on surjette les pièces de tricot fabriquées juste à côté, le tout en quantité limitée. Alors dites-moi, le secret de la fabrication française, c'est la petite série ? C'est la petite série, c'est la fantaisie, le savoir-faire et puis la minutie. Voilà, parce qu'on travaille dans des où on n'a pas des cadences, on travaille le but c'est de faire des choses de qualité pour que nos clients soient satisfaits. Et au milieu de l'atelier se trouve l'espace création. Ce sont Françoise et Agnès qui y travaillent. Là, c'est déjà la collection 2017. Il ne serait pas plus comme ça. La naissance d'un pull est ici en définitif. Hein. Donc avec différents panneaux de différents styles, c'est-à-dire on a du jacquard ici, on a l'intarsia ici et des bandes en garniture. Ce qui permet de faire un pull. Alors après on peut adjoindre des manches, ce qu'on veut, et puis c'est un petit peu avec l'invention, nos idées, tout se mélange et on arrive à faire des choses très sympathiques. Dernière étape, la pose de l'étiquette tricolore, emblème du Made in France, un label qui retrouve peu à peu des couleurs dans les 350 magasins qui distribuent la marque rouennaise de tricot haut de gamme. Du fil à tricoter au fil de l'eau, nous voici de retour au port de plaisance de Roanne. On y retrouve le capitaine Hervé Petelet qui veille avec amour sur la 60aine de bateaux amarrés et leurs occupants aussi bien sûr. Hervé est le capitaine à tout faire du port de Roanne, le port de plaisance le plus au centre de la France. Ici,
15 nationalités se côtoient, profitant d'un havre de paix relié au grand canot français, des bateaux de 6 à 38 mètres. Donc un autre exemple de l'embarcation, c'était une Freycinet qui a été raccourcie, qui était 38 mètres d'origine, qui est raccourcie à 30 mètres. Donc propriétaire américain et qui vit actuellement aux Bahamas, mais qui va revenir à Roanne d'ici quelques temps. Des plaisanciers de passage ou à demeure de 60 à 120 selon les saisons, pour qui Hervé est la personne ressource pour les sorties du port et les tracas du quotidien. Est-ce que vous avez des projets, monsieur Mallard, pour cette saison? Roanne, Digoin, vers Montsoix-les-Mines, au-delà, et puis retour. Mon rôle, c'est aussi de servir ces gens-là le mieux possible. C'est pas uniquement de leur mettre à disposition un amarrage, c'est aussi tout ce qu'on peut leur apporter à côté. C'est-à-dire, par exemple tous les services du quotidien. J'ai besoin d'un prendre des rendez-vous pour un dentiste. Où est-ce que je vais pouvoir trouver tel problème pour un garage, voilà. Il y a une vie comme une vie de quartier, avec surtout l'hiver, avec tous les résidents qui reviennent et qui décident d'y passer l'hiver, plus des voisins du quartier du port. Donc c'est bien, on a une vie vraiment sociale, on va dire. Jusque dans les années 70, le port de Roanne avait une vocation industrielle, mais la crise est passée par là. Aujourd'hui, c'est un lieu de détente prisé par les Rouennais en quête de fraîcheur, ou alors les marins d'eau douce venus louer un bateau électrique pour une balade. Très souvent, on a des familles qui viennent rendre visite à leur famille affective. Et à cette période-là, donc pour occuper les enfants, ils viennent au port de Roanne louer leur bateau électrique. Et voilà, le port de Roanne est évidemment ouvert toute l'année aux plaisanciers, n'est-ce pas Hervé? Tout à fait, Christian, ouvert tout l'été pour les visiteurs. Et tout l'été pour les visiteurs, retrouvez toutes les coordonnées sur le site internet de France 3. Je vous dis à demain pour un road movie en 2 chevaux et en Beaujolais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, l'agenda. Je vous retrouve demain à midi. Passez